OK. Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à tous. Merci beaucoup de vous être joints à nous ce soir. La présentation de ce soir sera faite par Marie-Yves Puyot. Marie-Yves est une infirmière clinicienne, c'est vrai? Oui. Oui, Alors, si vous avez des questions pendant la présentation, veuillez les poser dans la boîte de chat ou vous pouvez aussi utiliser la boîte de questions. Nous vous rappelons que cette session sera enregistrée et mise à disposition sur notre site web. Alors, vraiment, à ce moment, je laisse maintenant la parole à Marie pour commencer. Merci beaucoup, Marie. ça me fait plaisir. Donc, bonsoir tout le monde ou bonjour tout dépendant dans quelle partie du Canada vous êtes. Donc, comme Kimberly vous a introduit à moi, mon nom c'est Marie-Ève Pouliot, je suis infirmière clinicienne à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, affilié à l'Université Laval. Donc, je suis infirmière à la clinique d'hypertension pulmonaire depuis 2012 je suis infirmière à l'ICPQ en pneumologie depuis 2003. Donc, depuis le début de ma carrière, j'ai eu à côtoyer des gens qui ont eu des diagnostics d'hypertension artérielle pulmonaire et puis qui vivent avec la maladie là, depuis plusieurs années. Donc, c'est mon travail au quotidien d'expliquer aux patients qui ont un diagnostic d'hypertension artérielle pulmonaire qu'est-ce que c'est cette maladie-là, hein, puis qu'est-ce qui amène à faire le diagnostic d'hypertension pulmonaire, les différents traitements aussi, puis les auto-soins, c'est-à-dire comment que les gens doivent un peu, sur quoi qu'on devrait porter notre attention quand on est un patient qui a l'hypertension artérielle pulmonaire. Donc, aujourd'hui, ça va être un bref survol de qu'est-ce que l'hypertension artérielle pulmonaire. Je vais vous parler, là, il va y avoir différentes parties là, au cours de la présentation. Il y a une partie vraiment où est-ce que je vais vous expliquer un peu c'est quoi l'hypertension artérielle pulmonaire, c'est quoi les symptômes associés à ça, les différents types aussi d'hypertension artérielle pulmonaire, parce que, bon, avec les années, on a été capable de clarifier un peu qu'est-ce que c'est l'hypertension artérielle pulmonaire, puis maintenant, on les distingue en différents groupes. Et aussi, on va aborder là, les traitements. C'est sûr que je ne t'offrirai pas tous les traitements qui sont disponibles pour les patients atteints d'hypertension artérielle pulmonaire, mais je vais vous en nommer certains. Donc, pour ceux qui ont eu des diagnostics là, d'hypertension pulmonaire récents ou depuis plusieurs années, vous allez reconnaître ces noms-là. Et puis, bon, on va parler des examens diagnostiques, le suivi, et je vais me permettre de vous parler un petit peu de qu'est-ce que moi je dis aux patients avant qu'ils quittent la clinique ou lorsque je fais un enseignement par rapport à l'évolution de la maladie, mais aussi les symptômes à surveiller quand on est atteint de la maladie, puis qu'on veut voir l'évolution de notre traitement, de voir un petit peu comment ça, quand dire que ça va puis quand ça va pas. Puis à la fin, je vais vous exposer les différentes ressources là, qui existent pour les patients, les personnes atteintes de l'hypertension artérielle pulmonaire, les personnes et leurs familles, en général là, pour le Canada, mais aussi spécifiquement pour le Québec. Puisque je suis une infirmière qui provient du Québec ou qui s'adresse du moins à une population francophone. Donc, on a environ une heure ensemble. Je vous invite vraiment à poser vos questions là, dans le chat. Et si toutefois là, vous n'avez pas de questions qui vous viennent en tête, mais qui, qui vous viennent là, par la suite, vous pourrez toutefois les écrire à Kimberly, puis elle me fera ça, et ça me fera plaisir de répondre là, aux questions là, par après. Donc, on va commencer. Alors, on dit souvent que l'hypertension pulmonaire, on le compare à un zèbre médical. Qu'est-ce un zèbre médical? Ben, en fait, on sait hein, qu'un bruit de galop, c'est pas nécessairement un cheval qui s'en vient à la course. C'est peut-être un zèbre. Donc, il faut faire attention parce que l'hypertension pulmonaire, ça ressemble à plein de maladies. Mais c'est pas ces maladies-là. Donc, c'est pas un cheval. Un cheval, c'est un cheval, un zèbre, c'est un zèbre. Mais parce que ça se ressemble à quelques caractéristiques près, des fois, ça passe inaperçu. Donc, c'est pour ça qu'on va souvent dire aux gens que, malheureusement, encore aujourd'hui, en 2023, il y a des gens pour qui la maladie va être diagnostiquée tard dans l'évolution parce que ça peut passer inaperçu, parce que ça peut ressembler, les symptômes peuvent ressembler
à plein de maladies cardiaques ou respiratoires. Même, il y a des gens qui se font dire que c'est parce qu'ils prennent du poids ou que c'est parce qu'ils sont en dépression. Ou on entend toutes sortes d'affaires parce qu'il y a plein de symptômes qu'on va voir plus loin qui peuvent vraiment faire penser à d'autres maladies. Donc, on en voit ici le fatigue chronique. Ah, ben, vous êtes essoufflé, c'est sûr, vous avez déjà fumé dans le passé, mais vous faites sûrement de l'asthme ou de l'emphysème, plutôt l'emphysème associé au tabac. Ou comme je vous ai dit, hein, vous faites de l'anxiété, de l'obésité. Mais non, oui, ça peut être comme plein de symptômes qui peuvent se ressembler, mais c'est pas ça. Donc, si on continue, c'est quoi l'hypertension artérielle pulmonaire? Donc, on le sait que l'hypertension artérielle, hein, quand on entend hypertension artérielle, moi, je fais de la haute pression. Mon père prenait des pilules pour la haute pression, des médicaments pour la haute pression. Ça, c'est une pression systémique. Hein? C'est des pressions, la pression qu'on prend sur le bras, c'est la pression que le sang qui est propulsé dans les artères partout dans le corps. Hein? C'est ça qu'on va mesurer quand on prend la pression sur le bras. L'hypertension artérielle pulmonaire, c'est pas la même chose du tout. C'est vraiment une élévation, donc une augmentation de la pression à l'intérieur des artères des poumons. Ça, ben, ça va souvent être causé par un rétrécissement puis un durcissement des petites artères dans les poumons. Donc, comme je vais vous expliquer un petit peu plus tard, ben, la pression va s'élever dans les artères des poumons parce qu'il va y avoir comme une transformation au niveau des artères pulmonaires avec du rétrécissement puis un durcissement. Donc, c'est vraiment différent de la pression artérielle. Hein. Quand on parle de faire de la haute pression, c'est pas la même chose que faire de l'hypertension artérielle pulmonaire. L'hypertension artérielle pulmonaire, ce n'est pas une maladie qui se guérit. C'est une maladie qui est évolutive. Autrement dit, si on tarde à traiter la maladie, ben c'est une maladie qui, plus on tarde, plus elle risque d'être sévère, puis moins de chances que les gens puissent bénéficier d'un traitement qui vont augmenter leur survie, mais aussi surtout leur qualité de vie. Donc, c'est pour ça que vraiment on insiste et on espère au plus haut point que, éventuellement, dans un avenir rapproché, les gens atteints de l'hypertension artérielle pulmonaire vont pouvoir avoir un diagnostic le plus rapidement possible pour qu'on puisse commencer des traitements le plus rapidement possible chez ces gens-là. Donc, ici, excusez-moi. En fait, ça, c'est une petite révision de votre cours de biologie dans le passé. Donc, on sait que lorsque le sang circule, hein, le sang, ben là, la partie gauche de notre cœur, donc la partie qui est en rouge ici, elle va pomper le sang dans l'organisme. OK? Puis là, l'organisme, là, elle va faire voyager le sang tout bien oxygéné, va aller se promener partout dans l'organisme et va retourner dans la partie droite du cœur, OK? Pour après ça, que la partie droite du cœur, donc le ventricule droit ici, puisse pomper le sang vers les artères pulmonaires, OK? Et ça va s'en aller dans les poumons, où est-ce que là, les vaisseaux, en fait, les artères vont aller porter le sang dans les poumons pour que le sang aille s'oxygéner, OK? Et lorsque le sang est oxygéné, il repart dans la circulation, dans la partie gauche du cœur, pour ensuite, boum, être allé retourner dans l'organisme au complet. Donc, ça se fait là, continuellement, OK? C'est la circulation sanguine. Donc, le cœur droit pompe le sang dans les artères pulmonaires, le sang va aller s'oxygéner, ça retourne dans la partie gauche du cœur, excusez-moi, je me suis trompée tantôt, la partie gauche du cœur, et ensuite le sang va voyager dans l'organisme. Quand on parle d'hypertension artérielle pulmonaire, bien, on parle de la partie bleue, OK? On parle de la partie droite du cœur, ici. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que je vous ai parlé tantôt, tout à l'heure dans les diapositives précédentes, que l'hypertension artérielle pulmonaire, en fait, c'était un rétrécissement, un durcissement des artères des poumons. OK? Donc, on voit ici une artère pulmonaire qui est normale. OK? Le sang va circuler librement dans les artères pulmonaires. Par contre,
tant qu'on voit qu'il y a il y a un vaisseau atteint par la maladie. Donc, on voit ici le rétrécissement à l'intérieur de l'artère pulmonaire à cause du durcissement ici du tissu, de la couche là, à l'intérieur de l'artère, du tissu ici. Bien, ça fait que le sang va circuler beaucoup moins facilement que dans un artère qui est en santé. Donc, on le voit ici, là. Donc, le passage du sang va se faire plus difficilement. Ce n'est pas un caillot qui bloque l'artère pulmonaire, c'est vraiment un remodelage, comme je pourrais dire, une transformation de l'artère des vaisseaux qui va amener un rétrécissement, donc une constriction, OK? Et par le fait même, moins de sang qui va circuler facilement. Souvent, je vais décrire à mes patients de s'imaginer le principe d'un tuyau d'arrosage où est-ce qu'on viendrait mettre le pied. On ouvre le robinet, l'eau circule dans le tuyau d'arrosage et puis là, on viendrait écraser le tuyau. Bien, qu'est-ce qui arriverait? C'est que là, l'eau, elle ne peut plus circuler. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle refoule par en arrière, hein, puis le vaisseau va comme gonfler. Donc, c'est un petit peu comme ça que j'explique ça à mes patients. Dans le fond, quand je leur parle de l'hypertension pulmonaire, pour qu'ils comprennent qu'en fait, l'hypertension artérielle pulmonaire, c'est une maladie des poumons. Oui, parce que ça touche les artères des poumons, mais c'est une maladie qui a une conséquence sur la partie droite du cœur. Donc, ça l'amène de l'insuffisance cardiaque droite. Donc, ici, je ne sais pas si on va voir bien, là, mais quand le sang circule, il revient dans la partie droite du cœur hein, pour que le cœur puisse pomper le sang vers les artères pulmonaires. Mais si les artères ici sont rétrécies par la déformation à l'intérieur de l'artère, mais c'est sûr que le sang circule moins bien. Et qu'est-ce que ça fait? Ben, c'est que là, le sang va refouler dans la partie droite du cœur. Puis le cœur droit, ben lui, il va devenir plus gros, puis moins efficace pour faire sa fonction de pompe. Donc, ça peut amener toutes sortes de symptômes que je vais vous parler plus loin. Donc effectivement, donc souvent les gens hein, qui vont commencer à avoir des symptômes, ils vont consulter parce qu'ils vont devenir plus essoufflés. Donc, c'est un essoufflement des fois qu'on va surtout voir à l'effort. Au début, ça va être à l'exercice et après ça, par la suite, bien, ça peut être un essoufflement qui devient plus au petit train-train quotidien ou dans la vie de tous les jours. Donc, bref, la personne, elle va consulter parce qu'elle trouve qu'elle manque de souffle. Quand elle fait un effort, elle se sent plus essoufflée. Souvent, ça va être vraiment le premier symptôme que les gens vont faire, c'est pas normal. Donc, ils vont consulter, ils vont réussir à consulter un médecin dans ce contexte-là. On peut parler aussi de fatigue, de faiblesse, hein, de diminution de tolérance à l'exercice ou à l'effort. Donc, des fois, des gens, ben, juste porter des sacs, ça devient difficile. Monter des escaliers, c'est ce qu'ils vont trouver le plus difficile. C'est vraiment particulier à chacun. Là. Ça dépend vraiment de leur propre niveau de tolérance. On va souvent voir aussi de l'enflure au niveau des chevilles, des pieds, des jambes. Puis même des fois, là, il y a des gens là, qui ont de l'enflure jusqu'au coccyx, là, en dessous des fesses. Donc, et même au ventre. Et les gens vont consulter des fois dans cette raison-là parce qu'ils remarquent qu'ils ont pris du poids, mais c'est de l'enflure dans les jambes. Douleur thoracique, oppression aussi. Souvent, c'est pas une douleur nécessairement qui va arriver au repos, mais les gens vont faire un effort, vont être essoufflés puis ils vont avoir une douleur dans la poitrine. Des fois aussi, je passe tout de suite à étourdissement, évanouissement. C'est un symptôme aussi qui arrive, c'est que la personne va faire un effort, puis à un moment donné, elle va se sentir plus étourdie, puis elle peut même perdre conscience si elle pousse son effort. Puis des fois, la maladie est tellement importante qu'il n'y a pas besoin vraiment de pousser son effort très loin pour perdre conscience. Palpitations, les gens vont avoir l'impression des fois de sentir leur cœur battre vite, vite, vite. Il peut aussi avoir une coloration des lèvres bleutées, là, ou la peau, les doigts bleutés aussi, parce que le taux d'oxygène diminue. Le sang ne circule pas bien dans les poumons. Donc, il y a plus de difficultés à aller s'oxygéner. Automatiquement, il y a moins d'oxygène qui circule dans la circulation sanguine. Donc, la peau et tout ça est moins bien nourrie. Donc, c'est un signe que les patients peuvent manquer d'oxygène, donc par la bande de l'hypertension artérielle pulmonaire.
Et des fois, les gens, la fonction du cœur droit, hein, quand je reviens ici, là, le cœur droit il est tellement fatigué qu'il a de la difficulté à pomper le sang. Ben, dans les artères pulmonaires, ben, lui, le sang, il va reflouer partout. Puis, ça peut causer des problèmes au niveau du foie. Puis là, ben, il y a de l'acide, c'est-à-dire de l'accumulation du liquide dans l'abdomen à cause que le foie, il est comme tout congestionné par la maladie. Donc, ce qu'on veut, c'est que les gens soient diagnostiqués le plus tôt possible et d'être à l'affût des symptômes que les gens vont présenter lorsqu'ils vont consulter leur médecin. Qu'est-ce qui peut être associé à l'hypertension artérielle pulmonaire? Ben, comme je vais vous expliquer, il y a des causes à l'hypertension artérielle pulmonaire, mais aussi il y a des facteurs de risque. Je veux juste revenir à une chose, c'est que statistiquement parlant, ça peut prendre jusqu'à 2 ans avant qu'un patient ait le diagnostic d'hypertension artérielle pulmonaire, de l'apparition des symptômes au diagnostic fait là, final. Parce que, comme tu l'as dit avant, comme on a dit, donc il y a plein de symptômes qui s'apparentent à d'autres sortes de maladies pulmonaires, cardiaques ou autres. Donc, ça peut passer inaperçu. D'où le retard de consultation. Puis malheureusement, ben, les gens, souvent à peu près 75% des gens qui reçoivent un diagnostic, la maladie, elle est déjà pas mal avancée dans ce temps-là. Donc, les facteurs de risque de l'hypertension artérielle pulmonaire, ben, on parle du genre, c'est-à-dire que ce soit un homme ou une femme, statistiquement parlant, il y a presque 2 fois plus de cas d'hypertension artérielle pulmonaire chez les femmes que chez les hommes. L'âge, c'est un âge moyen, là, c'est généralement, ça se diagnostique aux alentours de 50 ans, mais ça dépend vraiment, vraiment là, de la clientèle. Là. Nous, on a de toutes sortes d'âges. Il y a de l'hypertension artérielle pulmonaire qui va se diagnostiquer chez les enfants très jeunes. Puis des fois, ben, ça va survenir plus tard, chez des gens qui sont beaucoup plus âgés. Les antécédents familiaux. Il y a des cas d'hypertension artérielle pulmonaire familiale. Donc, la génétique, donc les formes familiales d'hypertension artérielle, ça existe. Les formes génétiques aussi, il y a des gens qui sont porteurs de gènes là, chez qui ils peuvent développer l'hypertension artérielle pulmonaire. Affection, maladie associée, ben, en fait, c'est dans les maladies auto-immunes comme dans la grande famille des arthrites. Donc, on parle de la sclérodermie, le lupus, l'arthrite rhumatoïde. Il y en a quelques cas aussi associés à ça. Le VIH, donc, ça peut être associé aussi à l'hypertension artérielle pulmonaire. Les gens qui ont des cardiopathies congénitales, hein, donc des anomalies, des malformations cardiaques là, à la naissance, ça peut être associé à l'hypertension artérielle pulmonaire. La grossesse, en fait, c'est pas la grossesse qui amène la maladie, mais on sait que chez les jeunes femmes, l'hypertension artérielle pulmonaire va être accélérée par la grossesse. Donc, la maladie, elle était probablement là ou en voie de le devenir, mais les changements sur les artères pulmonaires, la pression dans les artères pulmonaires et sur le cœur associée à la grossesse fait que, pas nécessairement associé par le fait d'avoir un ventre et un bébé dedans, mais tout le changement hormonal qui est amené sur les vaisseaux, les artères pulmonaires, va venir comme accélérer le développement des symptômes. Puis des fois, post-accouchement, ben, après l'accouchement, excusez-moi, les femmes vont vraiment devenir très symptomatiques. Donc, c'est ça l'arrive. L'altitude, on sait que les gens qui vivent en hauteur, hein, donc qui vivent dans les pays en hauteur, en montagne, où est-ce que le niveau d'oxygène est naturellement un peu plus bas, ben à long terme, ça peut amener à de l'hypertension pulmonaire parce que le fait de manquer d'oxygène, ça peut venir jouer sur les artères pulmonaires, puis comme accélérer la déformation à l'intérieur des artères. Ça peut, hein? C'est pas parce qu'on a vécu en altitude toute notre vie que on va développer de l'hypertension artérielle pulmonaire. L'obésité, oui, parce qu'on parle aussi beaucoup d'apnée du sommeil. Donc, l'apnée du sommeil peut amener de l'hypertension pulmonaire. Puis, on sait aussi que l'obésité est associée à plein d'autres maladies, entre autres comme les embolies pulmonaires, qui peuvent amener aussi de l'hypertension pulmonaire.
Aussi, l'usage de certains médicaments, les médicaments coupe-faim, certaines formes là, de chimiothérapie peuvent causer là, de l'hypertension pulmonaire. Encore une fois, peuvent, là, ça ne veut pas dire. Là. Mais bon, dans le passé, il y avait eu beaucoup de coupe-faim, là, des anorexigènes, comme on dit, qui ont déclenché l'hypertension pulmonaire chez certains gens. Puis malheureusement, les drogues, ben malheureusement, en fait, les drogues, là, c'est vraiment un facteur de risque de l'hypertension artérielle pulmonaire. On voit beaucoup là, de cas chez les gens qui ont pris des méthamphétamines, puis aussi ben, de la cocaïne, des choses comme ça. Donc, voilà. Ça, c'est les facteurs de risque. Les types d'hypertension pulmonaire et donc, je vous invite à poser des questions pour les participants qui sont là avant qu'on entame la deuxième partie. Donc, les types, si simplement les inscrire dans le chat et puis je vais m'arrêter pour y répondre. Sinon, je ferai un petit survol des questions à la fin de la présentation. Donc, au niveau des types d'hypertension pulmonaire et de leurs causes, en fait, on a placé l'hypertension pulmonaire en 5 groupes. Ça a pris du temps avant qu'on en vienne vraiment avec l'Organisation mondiale de la santé, puis aussi tous les comités d'experts en hypertension pulmonaire, en hypertension artérielle pulmonaire, on a réussi à classer l'hypertension artérielle pulmonaire en 5 grands groupes. Et principalement, nous, là, on utilise les 4 grands groupes. On voit beaucoup de patients des 4 grands groupes. Et on parle surtout d'hypertension artérielle pulmonaire lorsqu'on parle du groupe 1 et du groupe 4, mais le groupe 4, c'est un petit peu différent, puis je vais y venir plus tard. Donc, excusez-moi, la diapositive est en anglais. Je vais vous la traduire. Donc, le groupe 1, c'est l'hypertension artérielle pulmonaire. On parle souvent, on dit que c'est de groupe 1, et ça, de groupe 1, ça englobe les gens qui sont atteints d'hypertension artérielle pulmonaire idiopathique. Donc, l'hypertension pulmonaire idiopathique, c'est une hypertension artérielle pulmonaire qui n'a pas de cause. C'est idiot comme idiopathique. Il n'y a pas de cause à ça. Les gens vont commencer à avoir des symptômes, puis on va les investiguer, puis on va diagnostiquer une hypertension artérielle pulmonaire. Donc, ces gens-là vont ils vont être classés dans le groupe 1. On va retrouver aussi les gens qui sont atteints de sclérodermie, de lupus, de maladies, des connectivites, comme on appelle, donc qui sont associés à des maladies auto-immunes, dans la grande famille là, des connectivites, des arthrites, là, si je dis grossièrement, et aussi les formes génétiques, donc les hypertensions pulmonaires dites familiales. On va les trouver là-dedans aussi. Ensuite, on va parler aussi des gens qui ont des cardiopathies congénitales aussi, qui vont être associés là, à dans le groupe 1. Ensuite, le groupe 2, c'est les gens qui ont des maladies du cœur gauche. Donc, les exemples, on a un problème de valve. On a fait de l'insuffisance cardiaque à cause d'un infarctus ancien et tout ça. Mais ça, c'est sûr que ça va venir créer de l'hypertension pulmonaire, mais ça ne sera pas l'hypertension artérielle pulmonaire. OK? Donc, c'est vraiment le cœur gauche qui va avoir un impact, une maladie du cœur gauche qui va avoir un impact sur les pressions pulmonaires puis qui va rendre le cœur droit un peu plus fatigué. Donc, à ce moment-là, souvent, on va travailler de pair avec le cardiologue pour venir améliorer ça, essayer de trouver là, la cause du problème à gauche, puis de traiter ce problème-là. Donc, c'est un travail conjoint. Différemment, selon les centres d'experts en hypertension artérielle pulmonaire d'une ville à l'autre, d'une province à l'autre, les gens peuvent être, qu'on ait une hypertension artérielle pulmonaire de groupe 1 ou de groupe 2, les gens peuvent être suivis à la même clinique. Ça dépend vraiment de l'organisation de chaque centre. Nous, à Québec, on va suivre vraiment les gens qui ont le groupe 1, le groupe 3, le groupe 4 et des groupes 5 aussi. Le groupe 2, c'est beaucoup les cardiologues qui vont le gérer, mais on travaille conjointement de pair. Souvent, les patients, les pneumologues vont les évaluer, mais ça va être le cardiologue qui va faire le suivi par la suite. Donc, groupe 1. Je passe au groupe 3. Nous, c'est dans mon centre à moi, on en voit beaucoup. C'est des gens qui ont de l'hypertension pulmonaire associée à des maladies pulmonaires autres. Donc, les gens qui font de l'emphysème sévère,
ou des gens qui font de la fibrose sévère à cause des problématiques au niveau de la structure du poumon ou l'endommagement des bronches, la mauvaise oxygénation en lien avec l'emphysème. Les gens peuvent développer de l'hypertension artérielle pulmonaire aussi. L'apnée du sommeil, bien sûr, hein, souvent, des fois, on va faire dans le bilan des examens pour le diagnostic, des fois, on va investiguer les gens pour l'apnée du sommeil parce que des fois, ça peut contribuer à cause de l'hypertension pulmonaire, à cause de l'oxygénation qui se fait moins bien la nuit. Donc, ça, c'est le groupe 3. Le groupe 4, c'est un groupe qui, maintenant, depuis quelques années, on entend de plus en plus parler, puis aussi qu'on diagnostique. C'est les gens qui vont développer de l'hypertension pulmonaire suite à des embolies. Donc, des embolies chroniques. OK? Donc, c'est des embolies pulmonaires qui vont se chroniciser, qui vont causer de l'hypertension pulmonaire. Donc, est-ce que tout le monde qui font des embolies pulmonaires vont développer de l'hypertension artérielle pulmonaire thromboembolique? Non. Mais par contre, c'est quelque chose qu'il faut surveiller. Donc, la personne va faire des embolies pulmonaires. Cette embolie-là, malheureusement, malgré les traitements optimaux avec les anticoagulants, ça va venir faire comme une espèce de caillot au niveau de l'artère qui va venir se durcir vraiment. Puis ça va faire que là, le sang va moins bien circuler. Et même principe que je vous ai expliqué tout à l'heure, il y a des caillots dans les artères des poumons, ben veut pas, la partie droite du cœur, elle va devoir toujours travailler plus fort pour aller pomper le sang vers les artères pulmonaires. Donc, ça va créer les mêmes symptômes, ça crée l'hypertension artérielle pulmonaire qu'on peut améliorer aussi, qu'on peut traiter. Je vais vous en parler un petit peu plus tard. Effectivement. Donc, on voit ici l'image, hein, je reviens tout à l'heure, je trouve que cette image-là est belle pour vous représenter que les symptômes, hein, quand je parle d'essoufflement et tout ça, c'est que oui, il y a une mauvaise oxygénation hein, qui va se faire parce qu'il y a moins de sang qui va aller chercher l'oxygène en circulant dans les artères pulmonaires, hein, en allant s'oxygéner dans les poumons. Il y a moins de sang qui circule à cause du rétrécissement, du durcissement des artères pulmonaires. Mais aussi, il y a des symptômes qui sont associés parce que le cœur droit, hein, la partie droite du cœur, le cœur reste comme une pompe mécanique. Donc, si cette partie-là, elle est atteinte et elle devient comme moins en forme, moins efficace, plus souvent ça va venir s'élargir ici, mais ça ne s'élargit pas parce que on est plus en forme. Au contraire, il va devenir comme plus paresseux, puis surtout moins capable, moins fort pour faire efficacement sa fonction de pompe. Donc, je faisais un petit retour là-dessus parce que je trouvais que l'image était belle. Il y a d'autres causes qui peuvent, d'autres problèmes là, aussi qui peuvent, d'autres maladies plutôt là, qui peuvent causer de l'hypertension pulmonaire, là, entre autres l'insuffisance rénale, la sarcoïdose, les maladies des vasculites, c'est-à-dire des inflammations au niveau des maladies inflammatoires qui vont toucher les vaisseaux sanguins. Je ne vais pas plus loin là-dessus. Souvent, les gens qui vont être diagnostiqués au niveau d'une hypertension artérielle pulmonaire qu'on va voir souvent, c'est les 4 groupes là, que je vous ai présentés. Donc, quand on parle d'hypertension artérielle pulmonaire, c'est que et là encore une fois, des fois les guidelines sont un petit peu, les recommandations sont un petit peu différentes, mais c'est que généralement, l'hypertension artérielle pulmonaire, on parle qu'elle est existante lorsque on est capable de mesurer la pression puis que c'est plus grand ou égal à 25 mm de mercure. OK? Et normalement, chez quelqu'un qui est en santé, on parle d'une hypertension pulmonaire. La pression pulmonaire, excusez-moi, la pression pulmonaire normale est aux alentours de 15 en fait 10 à 20, hein, 15 plus ou moins 5 mm de mercure, donc entre 10 et 20. Donc, c'est pour ça que je vous dis, des fois, on ne s'entend pas toujours là-dessus parce qu'à 21, ben, des fois, on ne sait pas si la personne, est-ce qu'il y a un réel hypertension pulmonaire. Donc, c'est toujours à se garder en tête. Et on va aller mesurer aussi les résistances vasculaires pulmonaires. Je ne m'aventure pas plus loin pour les besoins de la cause ce soir, mais c'est des mesures qui vraiment pour dire qu'on parle d'hypertension artérielle pulmonaire, il faut que le pneumologue ou le cardiologue voit ces mesures-là dans les examens qu'il va vous faire. Puis ça, ces examens-là, je vais vous en reparler un petit peu plus tard, mais je vais vous dévoiler tout de suite le scope. On parle du cathétérisme cardiaque droit quand on veut aller chercher ces mesures-là, que je vais vous expliquer un petit peu plus loin.
Donc, ça, je vous en ai parlé. Je ne sais pas si la présentation va être, le PowerPoint va être diffusé, mais je veux comme quand même là, aller plus vite sur ça parce que je vous en ai parlé, là. Mais vous pourrez trouver peut-être l'information. On demandera à Kimberly à la fin là, si les diapositives peuvent être accessibles pour vous. Donc, le diagnostic de l'hypertension artérielle pulmonaire. Donc, là, on a parlé de c'est quoi la maladie, c'est quoi les symptômes, c'est quoi les causes, c'est quoi les grands groupes d'hypertension pulmonaire, mais comment on fait pour trouver, diagnostiquer une hypertension pulmonaire chez les gens qui présentent des symptômes? Donc, tout d'abord, le premier test à laquelle on espère que les médecins pensent quand les gens consultent pour des symptômes, c'est de faire une échographie cardiaque, une échographie du cœur. Donc, c'est un examen qui est très simple, qui coûte pas cher, qui est accessible dans plusieurs hôpitaux et qui consiste avec des ultrasons, donc une sonde, comme une échographie qu'on fait pour les femmes enceintes, à aller voir le cœur. Puis, ce test-là, ben, ça nous permet de voir un peu l'état du cœur, la partie droite et la partie gauche du cœur. Donc, on est capable de voir s'il y a des anomalies qu'on retrouverait chez les personnes atteintes d'hypertension pulmonaire. Donc, un cœur droit plus gros. Puis, on voit comment, dans une échographie cardiaque, on est capable de voir un peu la fonction de pompe du cœur. Donc, ça nous donne une bonne estimation. On est capable aussi d'estimer les pressions à l'intérieur des artères pulmonaires. Donc, lorsqu'on on remarque qu'il y a une pression anormalement élevée à l'échographie cardiaque, mais le premier réflexe, ça serait de pousser l'investigation plus loin et de diriger vers une clinique d'hypertension artérielle pulmonaire. Donc, et là, vraiment, on va aller chercher plutôt quand on fait une échographie cardiaque. Oui, on examine le cœur là, en entier, mais si on remarque qu'il y a une anomalie au niveau du cœur droit, ben là, il faut diriger le patient vraiment vers une clinique d'experts. Donc, Kimberly dit que oui, les diapositives, ils vont être accessibles. Donc, par la suite, ben, c'est sûr que les examens standards pour approfondir les symptômes que les gens vont présenter, bon, il y a la radiographie pulmonaire. Quand on parle d'essoufflement, généralement, c'est un symptôme qui est associé au poumon. La première chose à faire aussi, c'est une radiographie des poumons. Un électrocardiogramme, est-ce que c'est un problème au niveau de l'électricité du cœur? Donc, l'électrocardiogramme, c'est les tracés là, qui nous permettent de voir là, comment que le cœur bat, s'il n'y a pas des arythmies, là, des anomalies au niveau de l'électricité du cœur. Les tests de fonction respiratoire, communément appelés les tests de souffle par les gens. Donc, lorsqu'on fait des tests de souffle, ben, ça nous permet aussi d'éliminer d'autres maladies pulmonaires comme l'emphysème, la MPOC, l'asthme, la fibrose pulmonaire aussi. Et chez les patients qui vont avoir une hypertension artérielle pulmonaire, ben, on va voir que il n'y a pas d'obstruction dans les bronches, il n'y a pas de restriction dans les bronches, parce que l'hypertension artérielle pulmonaire, ce n'est pas une maladie des bronches, c'est une maladie des vaisseaux des poumons, des artères pulmonaires. Donc, on va voir, par contre, dans ce test de souffle-là, que l'oxygène se diffuse pas bien. C'est-à-dire que l'oxygène ne traverse pas bien la barrière entre les bronches, les alvéoles et les vaisseaux sanguins. Ça, on va le voir avec ça. Mais ça ne nous diagnostique pas une hypertension pulmonaire, mais ça fait partie des tests qui nous aident à aller vers le diagnostic d'hypertension pulmonaire. On va faire aussi des prises de sang. Les tests sanguins, qu'est-ce que ça va nous indiquer? C'est tout d'abord la recherche de maladies auto-immunes. Donc, les maladies auto-immunes, souvent, ce qui va arriver, c'est qu'il va y avoir un dérèglement au niveau des anticorps. Il va y avoir des anticorps qui vont apparaître ou en quantité anormale, qui, au lieu de défendre notre organisme, va plutôt venir nous attaquer. C'est un peu simple comment je décris ça, mais normalement, un anticorps, c'est là pour nous protéger et nous défendre. Par contre, ces anticorps-là, eux autres, c'est des mauvais anticorps, c'est des mauvais soldats, comme je l'explique aux patients. Puis lorsqu'ils sont en quantité anormale, ça va nous créer des problèmes de santé. Ça peut amener, comme je vous ai parlé tout à l'heure, la sclérodermie, le lupus.
On va aussi dans les vaisseaux, dans les tests sanguins, pardon, on va aller faire des tests diagnostiques pour le VIH et les hépatites aussi qu'on va aller vérifier. Les tests de tolérance à l'effort ou les tests de tolérance à l'exercice, on parle du test de marche de 6 minutes qu'on va faire pour vérifier si à l'effort, est-ce que le taux d'oxygène baisse dans le sang, tout d'abord, hein, parce que c'est sûr que quand on fait un effort, si le cœur ne peut pas bien pomper le sang vers les poumons, puis qu'il y a des rétrécissements des vaisseaux, c'est sûr que nos cellules, nos globules ne peuvent pas aller chercher l'oxygène qu'ils ont besoin. Donc, à l'effort, c'est sûr que le taux d'oxygène dans le sang va, oui, dans le sang, effectivement, mais qu'est-ce qu'on est capable de capter par la saturométrie, donc la pince sur le bout du doigt, c'est sûr que ce taux-là va diminuer parce qu'effectivement, il va en avoir moins dans le sang. Donc, la petite pince va venir détecter dans les capillaires sanguins, donc les micro-vaisseaux, la quantité d'oxygène disponible. Donc, à l'effort, généralement, ça va baisser chez les gens qui sont atteints d'hypertension artérielle pulmonaire. Et aussi, normalement, on est capable de comparer la personne qui va passer le test de marche chez qui on soupçonne une maladie pulmonaire, mais généralement, on va voir une diminution au niveau de la distance aussi, puis le temps qu'il est capable de faire l'effort. Donc, on est capable de prédire que chez une femme, exemple, de 40 ans, qui mesure 100, qui pèse 100, elle devrait être capable de faire telle distance en 6 minutes. Mais si la même femme de 40 ans qui n'a même pas la même taille, chez qui on soupçonne l'hypertension artérielle pulmonaire, probablement qu'elle, avant de commencer un traitement, ne sera pas capable de faire la même chose. Donc, c'est un peu ça qu'on va faire, qu'on va aller voir avec ces tests-là. On va faire aussi les tomodensitométrie thoracique ou les scans ou les tachos thoraciques, les tachos pulmonaires. Mais ça va nous être très utile parce qu'on va aller chercher, voir s'il n'y a pas de la fibrose dans les poumons qui pourrait expliquer l'hypertension pulmonaire. Et puis aussi, un autre examen qui est super essentiel dans l'investigation, c'est la scintigraphie pulmonaire de ventilation, perfusion, qu'on appelle aussi dans notre jargon médical le scan VQ. Ça, qu'est-ce que ça va nous servir, cet examen-là qu'on fait en médecine nucléaire, c'est d'aller voir justement s'il n'y a pas des caillots, s'il n'y a pas des embolies dans les poumons, dans les artères des poumons, dans les vaisseaux des poumons, qui pourraient expliquer l'hypertension artérielle pulmonaire, pourquoi la personne a des symptômes et qu'elle a développé une hypertension pulmonaire. Par contre, pour vraiment diagnostiquer l'hypertension artérielle pulmonaire, il est nécessaire et obligatoire de faire un cathétérisme cardiaque droit. Un cathétérisme cardiaque droit, c'est pas une coronarographie. Donc, c'est pas un cathéter qu'on entre dans l'artère au niveau du poignet, puis qui va s'allonger dans notre cœur, puis qu'il va aller dilater les artères du cœur. Là, c'est pas du tout la même affaire. OK? Donc, généralement, on appelle ça aussi dans notre jargon un Swan Gans, parce que c'est l'objet, dans le fond, qui est utilisé. Là, on appelle ça un cathéter Swan. Mais la procédure s'appelle un cathétérisme cardiaque droit. Donc, ça consiste à l'insertion d'une petite sonde lorsque c'est possible au niveau d'un gros vaisseau aussi qui est au niveau de la jugulaire. Puis, nous, ça se fait par les pneumologues dans notre centre et les pneumologues de la clinique d'hypertension artérielle pulmonaire. Et puis, c'est fait sous anesthésie locale, donc la personne n'est pas endormie. Et puis, on va descendre une petite sonde là, au niveau là, de la partie droite du cœur. Donc, on va passer par l'oreillette, le ventricule, puis on va remonter la petite sonde au niveau des artères pulmonaires pour aller prendre des mesures de pression et de résistance, comme je vous ai expliqué. Et c'est vraiment par cet examen-là qu'on va voir si la maladie, elle est en lien avec la partie droite du cœur, donc vraiment l'hypertension artérielle pulmonaire touche la partie droite du cœur, puis de voir s'il y en a réellement une hypertension artérielle pulmonaire. Parce que c'est pas nécessairement parce qu'à l'échographie du cœur qui montre une hypertension pulmonaire que c'est automatiquement une hypertension pulmonaire du cœur droit. Donc, je veux pas vous mêler dans ce que je vous ai dit. Tout ça pour dire que c'est vraiment l'examen à faire pour diagnostiquer officiellement l'hypertension artérielle pulmonaire. Et c'est un examen qui, généralement, on va refaire dans le suivi du patient lorsqu'on initie un traitement puis qu'on veut voir l'efficacité du traitement aussi.
Et si au fil du temps, il y a une détérioration du patient, ben, l'examen va être à refaire. Les traitements. Donc, souvent, c'est la partie que les gens sont intéressés à savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour m'aider. Pardonnez-moi. Donc, je vous défile une petite vidéo ici qui dure quelques temps. Ça peut être que la scène, ça fonctionne pas. Je ne sais pas si vous m'entendez, là, mais je pense que en fait, on voyait pas vous entendiez pas mon son. Comme vous voyez, je ne suis pas l'experte en technologie Zoom. Donc, pouvez-vous juste me dire si vous entendez bien? Oui, on peut vous entendre, mais pas le vidéo, mais ça va si tu veux aller à la prochaine. Oui, Pardon. ben en fait, c'est ça parce que je vais vous résumer ça assez. En fait, c'est sûr que moi, je reviens là-dessus, là. Donc, c'est un, excusez-moi. Donc, voyez-vous, ben, de toute façon, cette vidéo-là se retrouve là, sur le site dans les ressources que je vais vous mettre à la fin. Il est très bien expliqué. Mais effectivement, ce qui est super important de retenir du traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire, c'est que c'est pas les traitements qui existent ne peuvent pas encore aujourd'hui en 2023 guérir la maladie. Mais par contre, c'est des traitements qui existent pour stabiliser l'évolution, donc empêcher que la maladie continue de progresser et d'améliorer les symptômes. Donc, c'est surtout ça qu'on veut viser chez les gens. C'est vraiment l'amélioration des symptômes que les patients ont pour qu'il y ait une meilleure qualité de vie possible avec le moins d'effets secondaires aussi possible et ralentir la progression de la maladie. Donc, effectivement, il y a plusieurs traitements qui sont approuvés là, au Canada pour le traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire. Et comme c'était expliqué dans la vidéo, il y a des cibles vraiment particulières que les traitements vont viser. Et ces cibles-là sont toutes responsables de l'hypertension artérielle pulmonaire. Donc, en visant ces cibles-là, on vient créer une vasodilatation des artères pulmonaires et on facilite donc le passage du sang et ça l'empêche aussi la déformation au niveau des artères pulmonaires. Donc, plus tôt on instaure un traitement, plus les chances que les gens ressentent des bénéfices sont grandes. Et maintenant, de plus en plus, les gens n'auront pas qu'un seul traitement, mais rapidement dans l'évolution du suivi de chez ce patient-là, on peut commencer dès le diagnostic 2 traitements et même des fois 3, là, tout dépendant. Donc,
en combinant les traitements, comme c'était expliqué, malheureusement, vous n'avez peut-être pas entendu dans la vidéo, mais on vient cibler différents types, mais on vient travailler sur différents types qui vont venir potentialiser les traitements, donc qui vont venir vraiment aider là, à ralentir la progression de la maladie puis d'améliorer les symptômes. Il existe des traitements qui sont donnés par la bouche, donc des médicaments oraux. On entend le sildenafil, le tadalafil, le maxentan, le bosentan, l'ambrisentan et le Selexpag. Donc, ça, c'est les principaux médicaments là, qui vont être dans la famille là, des endothéllines, oxyde nitrique, prostacyclines, qui vont venir agir sur ces cibles-là, qui vont se donner par la bouche. Et puis, on a des traitements qui peuvent se donner par voie intraveineuse, donc le l'époprosténol ou le caricule, ou pour certains patients, le Flolan. Nous, à l'UCPQ, je pense qu'au Québec, aussi en général, ça va être le caricule qui va être donné. Donc, ça, c'est vraiment une perfusion intraveineuse. Et puis aussi, il y a le Remodulin qui peut se donner aussi en injection continue, donc en perfusion continue, mais il peut se donner soit par cathéter sous la peau, on dit sous-cutané, ou intraveineux. Donc, c'est une autre forme de traitement. Donc, selon l'état du patient, son diagnostic, le médecin peut proposer là, 1, 2 traitements. Des fois, on peut donner les traitements pas immédiatement tout de suite, mais rapidement dans le début du diagnostic. Donc, on va y aller par séquence. Il n'y a pas de recette miracle, mais je vous dirais que souvent, de plus en plus, les gens vont bénéficier pas que d'un traitement, mais rapidement, là, 2 traitements là, ou plus. Donc, pour ce qui est de l'hypertension pulmonaire thromboembolique chronique, il y a c'est effectivement une forme d'hypertension artérielle pulmonaire qui peut se guérir. Ça ne veut pas dire que tous les gens qui ont une hypertension artérielle pulmonaire thromboembolique vont guérir de la maladie. Ce n'est pas tous les patients qui peuvent subir la chirurgie parce qu'il y a une chirurgie qui existe pour cette maladie-là, c'est d'aller vraiment retirer les caillots là, qui sont dans les artères pulmonaires. C'est pas quand même des chirurgies qui sont simples à faire. Ça demande vraiment une évaluation par des experts, des chirurgiens là, thoraciques qui vont vraiment être experts en chirurgie de thromboembolie, thromboendartérectomie pulmonaire. Donc, il va vraiment consister à aller retirer le caillot et les cicatrices qui ont été laissées dans les vaisseaux sanguins par les poumons. Donc, il y a cette forme d'intervention-là qui peut être proposée pour certains patients qui peuvent bénéficier de la chirurgie. Donc, qu'est-ce qui va faire que les gens peuvent bénéficier de la chirurgie, c'est où est-ce qu'ils sont placés, où est-ce qu'ils se situent les artères pulmonaires, les caillots dans les artères pulmonaires, mais aussi l'état de santé de la personne. Et il y a aussi une autre forme là, de traitement là, dont on entend le plus parler, là, ça se trouve être comme des ballonnets qu'on va venir là, insérer au niveau des artères pulmonaires, qui va venir comme aider à écraser là, les caillots, puis à faciliter là, le passage du sang. On appelle ça une angioplastie là, pulmonaire. Donc, c'est pas comme installer un tuteur, là, c'est un peu différent. Là, c'est vraiment comme des petits ballonnets là, qui sont insérés dans les artères. Encore une fois, ça, c'est une intervention pour qui c'est pas tous les patients qui vont avoir le diagnostic d'hypertension artérielle pulmonaire thromboembolique qui vont avoir accès à cette intervention-là. Mais généralement, lorsque le pneumologue voit un patient atteint d'hypertension pulmonaire thromboembolique chronique, on va penser à référer le patient si son état de santé, si ça peut être un bon candidat, là, on va référer au centre expert en intervention comme ça pour voir si notre patient peut être éligible à l'intervention. Sinon, ben, il y a un traitement médical qui est accessible pour ces patients-là. On l'appelle le Riociguat, qui va venir jouer là, vraiment sur un peu comme la voie de l'oxyde nitrique. Là, mais on l'appelle un stimulateur de la guanylate cyclase soluble. C'est important de savoir ça quand on a ce traitement-là, mais c'est vraiment un traitement spécifique pour l'hypertension pulmonaire thromboembolique.
Ça va venir aider à vasodilater les artères pulmonaires, puis à faire baisser la pression, là, autrement dit, dans les artères pulmonaires chez ces patients-là. Donc, c'est ce qu'on offre a priori pour ces patients-là. Puis, généralement, c'est quand même efficace. Les gens peuvent vraiment bien s'améliorer aussi, là, améliorer leurs symptômes, leur survie. Puis, si c'est un patient que le pneumologue ou le cardiologue, je crois qu'il peut être éligible à soit le ballonnet, soit la chirurgie proprement vue, généralement, on va référer à des centres d'experts. Avant d'aller vers les autres traitements possibles, ben souvent les gens qui sont atteints d'hypertension artérielle pulmonaire, pour avoir accès à ces traitements-là, c'est des médicaments spécialisés. Donc, c'est des médicaments que on ne peut pas prendre ça. C'est pas n'importe qui peut prescrire ces médicaments-là aux gens atteints d'hypertension pulmonaire. Et ça se donne pas pour n'importe quelle raison, c'est ce genre de traitement-là. Donc, il faut souvent faire des demandes de remboursement, des demandes d'autorisation de remboursement à l'assurance médicale, l'assurance médicaments gouvernementale, comme nous au Québec, la RAMQ, ou si le patient, la personne a des assurances privées, à ce moment-là, il faut faire une demande de remboursement aux assurances privées avant que le patient débute le traitement. C'est quand même des traitements qui sont onéreux, mais accessibles là, lorsque les assurances ou la RAMQ là, remboursent. Donc, et aussi, avant ma prochaine diapositive, ben, aussi, il y a d'autres traitements qui sont pas spécifiques à l'hypertension artérielle pulmonaire, mais dont les gens vont avoir des traitements plus d'ordre généraux. Donc, souvent, les gens vont prendre des médicaments qui aident à faire éliminer les liquides, donc les diurétiques. On va éliminer les liquides, donc on va uriner plus pour justement éviter qu'il y ait une surcharge là, de liquide. Ça va aider dans les vaisseaux sanguins parce qu'on sait que le cœur a plus de difficulté à pomper le sang vers les poumons. Donc, donc, automatiquement, ça va faire comme une rétention d'eau au niveau des vaisseaux sanguins, d'où pourquoi des fois les gens vont venir enfler. Donc, en aidant les personnes à uriner plus, ben, ça va faire qu'il va y avoir moins d'eau dans les vaisseaux. Donc, le cœur va moins forcer là, pour pomper le sang là, vers les artères pulmonaires et les poumons. On va parler aussi des fois d'oxygénothérapie. Donc, certaines personnes vont avoir besoin d'oxygène là, à la maison ou simplement à l'effort, tout dépendant. Il y a certains patients aussi qui vont avoir accès à de la médication là, cardiaque là, aussi, chez qui ils vont réagir là, à certains vasodilatateurs, là, mais bon, je m'embarque pas là-dedans pour les besoins de la cause, là, mais généralement, les gens ils vont avoir souvent dans leur traitement médical, leur traitement médicamenteux, là, des médicaments pour uriner. Certains patients, dont les patients qui ont des embolies pulmonaires, vont avoir des anticoagulants, hein, bien sûr, parce qu'on veut pas qu'ils refassent des embolies. Donc, ça fait partie du traitement de base de l'embolie pulmonaire. C'est ces gens-là pour qui vont déjà avoir eu des fois plusieurs épisodes d'embolie pulmonaire, on va garder les anticoagulants là, au long cours. Un traitement aussi de l'hypertension artérielle pulmonaire, c'est la transplantation pulmonaire. Donc, la transplantation pulmonaire, c'est l'intervention de retirer les poumons malades et d'en insérer des nouveaux compatibles à nous. Et des fois, lorsque l'hypertension pulmonaire est très sévère, le cœur est trop malade pour supporter des nouveaux poumons. Mais quand le cœur est trop malade, on ne peut pas le laisser en place. Des fois, il y a certains patients chez qui il va y avoir une transplantation simultanée du cœur et des poumons. Donc, c'est un traitement vraiment qui est très invasif, la transplantation pulmonaire. Mais pour des patients chez qui on n'a pas le choix de s'en aller vers ça, si tous les traitements possibles échouent, puis malheureusement la condition du patient se détériore. Effectivement, c'est un patient qui reçoit des nouveaux poumons en santé n'a plus d'hypertension artérielle pulmonaire, mais c'est quand même pas une intervention banale. Des fois, on va dire on échange une maladie pour un autre. Donc, c'est des gens qui vont devoir prendre des médicaments immunosuppresseurs pour éviter le rejet des poumons transplantés.
Donc, c'est pas sans rien, là. Après l'intervention, ben, il y a de lourds médicaments à prendre, beaucoup de suivis médicaux. C'est des chirurgies qui sont pas banales, qui sont à risque aussi quand même là, de complications. Et tout dépendant, des fois, c'est pas si simple que ça de trouver des donneurs compatibles aussi, malheureusement. Donc, le but d'instaurer des traitements médicamenteux le plus tôt possible dans le diagnostic, c'est de ne pas se rendre à la transplantation pulmonaire. C'est pas ce qu'on souhaite pour les patients, mais ça peut être une option chez qui un patient qui est jeune, qui pourrait avoir de belles années devant lui, puis qui malheureusement, ben, il n'y a pas de traitement qui fonctionne, ben, le pneumologue ou le cardiologue va envisager de référer le patient pour évaluer la possibilité d'avoir une transplantation pulmonaire. Ça, c'est des choses qui sont discutées avec les médecins généralement là, au diagnostic, mais aussi à l'évolution là, de la maladie. Voilà, avant de me lancer dans les ressources, c'est super important là, d'avoir une belle communication avec votre clinique d'hypertension pulmonaire. Nous, comment on fonctionne, on est à Québec particulièrement, mais je peux pas parler pour les autres centres, mais nous, on est une équipe de 3 infirmières à la clinique d'hypertension artérielle pulmonaire. Notre tâche est divisée aussi avec la clinique de fibrose pulmonaire, mais les 3, on est à temps plein là et on s'occupe autant des patients d'hypertension artérielle pulmonaire que de fibrose. Mais les patients de la clinique ont accès à nous du lundi au vendredi de 8h à 4h. Donc, souvent, on va parler des symptômes de détérioration de la maladie avec eux pour qu'ils soient capables de reconnaître aussi quand ça va bien et quand ça va pas bien. Donc, on ne remet pas un traitement au patient puis dire, ben, on va voir dans 3 mois, puis ben, s'il y a quelque chose, appelez votre médecin de famille. Généralement, nous, on ne fonctionne pas comme ça. Donc, c'est super important que les gens ils sachent quand nous appeler. Donc, souvent, ce qu'on va dire aux patients, ben, on commence un traitement, oui. Ce qu'on veut, hein, c'est de stabiliser votre maladie, d'éviter la progression des symptômes, la progression de la maladie. Donc, on se donne un petit peu de temps et de voir comment ça va avec le traitement pour qu'on voit qu'on laisse le temps au traitement d'agir. Mais par contre, moindrement qu'il y a une détérioration au niveau de votre essoufflement que vous avez aujourd'hui, normalement, on vise une stabilité ou une amélioration, c'est une détérioration. C'est-à-dire, je fais un effort, avant, ça ne me rendait pas essoufflé, là, ça me rend essoufflé, bien ça, c'est pas normal. Donc, c'est le genre d'essoufflement. Ben, normalement, j'étais capable de monter 4 pas 4 escaliers, mais mettons un palier d'escalier sans arrêter entre les marches que je gravite, que je monte. Là, je suis obligée d'arrêter 2 fois. C'est pas normal, ça. Ou avant, j'étais capable de prendre ma douche, je n'étais pas essoufflée. Là, je suis essoufflée. C'est un signe que ça va moyen. Ça peut arriver une journée qu'il fait chaud, c'est humide, on a un petit peu plus de difficultés, mais lorsque l'essoufflement se détériore, ça persiste aussi, hein, plus de 24-48 heures, mais il ne faut pas hésiter à contacter là, notre spécialiste ou la ressource qui vous est attribuée, qui vous a été indiquée d'appeler quand ça ne va pas. Même chose au niveau des symptômes. Là. Si vous remarquez que les symptômes que vous avez augmentent, c'est-à-dire, ben, depuis qu'on a commencé mon traitement, j'avais plus les pieds enflés, mais là, depuis quelques jours, j'ai pris 3 livres, 4 livres, puis je me sens plus essoufflée quand je fais un effort. On reste pas comme ça à la maison. On avise nos médecins ou notre infirmière selon qui assure votre suivi pour votre hypertension artérielle pulmonaire. C'est important d'avoir une balance à la maison parce que justement, une prise de poids inexpliquée, donc à peu près là, 2 livres en moins de 48 heures ou 5 livres en moins d'une semaine, c'est pas normal, ça. Souvent, les gens vont dire, ben, je suis enflée. Donc, j'ai les pieds enflés, j'ai les jambes enflées, ça monte jusqu'à mes genoux. On ne reste pas comme ça à la maison. On appelle votre clinique. Donc, c'est des petits, juste des petits points flash là, que je veux vous dire. Donc, c'est important d'avoir les coordonnées là, des gens là, qui vous suivent, puis de voir vraiment avec eux, là, c'est qui doit assurer le suivi là, quand ça va moins bien là, de vous. Bien entendu, quand ça va vraiment pas à la maison, puis qu'on n'arrive pas à parler à notre ressource, on n'hésite pas d'aller consulter à ce moment-là. Donc, je vais juste vous faire une petite partie par rapport à ça. Pour terminer, concernant les ressources disponibles pour les patients atteints d'hypertension pulmonaire, ben en fait, hein, ce soir, l'activité est permise grâce à l'association d'hypertension artérielle pulmonaire du Canada, donc qui travaille
extrêmement fort là, pour donner le plus d'informations possible, de plus d'outils aux patients, mais aussi d'éduquer les spécialistes, les médecins aussi, la communauté là, des professionnels de la santé pour que les gens soient à l'affût du diagnostic de l'hypertension artérielle pulmonaire, mais aussi que les gens soient de mieux en mieux pris en charge là, partout à travers le Canada. Donc, sur le site d'HTAP Canada, ben, il y a une multitude d'informations là, que vous pouvez retrouver, sur, entre autres, c'est quoi la maladie, c'est quoi les symptômes, c'est quoi les traitements qui existent aussi, qui sont accessibles au Canada et au Québec, là, mais Canada, là, pour les patients atteints de la maladie. Plein de belles ressources aussi par rapport à l'alimentation, la vie de tous les jours avec l'hypertension artérielle pulmonaire. On peut trouver vraiment une multitude d'informations. Je me suis permis aussi d'ajouter au Québec, on a une fondation qui existe depuis plusieurs années là, qui viennent en aide là, aux patients atteints d'hypertension artérielle pulmonaire. Donc, n'hésitez pas à aller voir leur site Internet. Inscrivez-vous aussi à la Fondation si ça vous intéresse. Ils organisent des activités, puis il y a de la sensibilisation, il y a de l'éducation aussi là, qui se fait là, via le site. C'est vraiment une fondation pour les patients. Donc, je vous invite à y aller. Et puis, il y a l'Association pulmonaire du Québec qui est sensibilisée à la cause de l'hypertension artérielle pulmonaire, puis on voit qu'ils travaillent fort à mettre des outils d'information sur l'hypertension artérielle pulmonaire. Donc, je vous invite à y aller. Ça peut être très intéressant, c'est une autre source d'information aussi. Donc, en gros, pour moi, ça fait le tour. J'aurais pu vous parler plus longuement, mais je vous invite à poser vos questions. Puis, si toutefois vous écoutez là, la présentation en rediffusion, puis que vous avez des questions suite à ça, restez pas vos questions sans réponse. Vous pouvez là, contacter là, Kimberly là, à l'adresse que vous voyez ici à l'écran. Et Kimberly me prépare là, des questions là, que vous avez. Puis, je prendrai le temps là, de tenter de répondre du mieux de mes connaissances là, à vos questions. Et sinon, ben, n'hésitez pas de vous adresser à vos professionnels là, de la santé là, si vous avez des questions aussi plus particulières. Donc, ça mettrait fin à la présentation. Si on a un petit peu de temps devant nous, là, si vous voulez partager des choses avec moi ou me poser des questions. Oui, si vous avez des questions, je vous encourage à les poser dans la boîte à questions. Merci beaucoup, Marie, pour cette excellente présentation. C'était vraiment, j'ai appris beaucoup. Alors, nous espérons que de vous voir à tous à la conférence ce week-end. J'oublie beaucoup qu'on a une conférence ce week-end. Alors, si vous nous joignez en personne ou virtuellement, vous pouvez encore vous inscrire en visitant notre site web. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Sinon, peut-être nous allons arrêter là pour ce soir. Mais vraiment, merci encore, Marie-Yves. Ça Je me vous fait souhaite plaisir. à tous une excellente soirée et je vous remercie. Et encore, si vous avez des questions, vous pouvez les envoyer à moi et je peux vous mettre en contact avec Marie-Yves en Oui, plus. D'accord, parfait. merci beaucoup et bonne soirée tout le monde. Merci. Au revoir.